On leur a dit que c'était impossible, que leur corps était un obstacle, que l'entreprise n'était pas faite pour elles. Elles l'ont fait quand même. Bienvenue dans They Did It Anyway. Je suis Tani Beaufils. Dans ce podcast, réalisé en partenariat avec l'association HUP, nous allons parler entrepreneuriat et handicap sans tabou. Décision, argent, solitude, regard des autres, mais aussi courage, ingéniosité, résilience, victoire, petite et grande. Pour ce tout premier épisode, j'ai le privilège de recevoir deux femmes extraordinaires, deux lauréates des trophées de l'association HUP, Evie Saba Ouyabé, fondatrice d'Avi, une start-up qui réinvente l'accessibilité par la technologie, et Alexandra Micheli, fondatrice d'Alexandra Massage Énergisant. Bonjour Evie, bonjour Alexandra. Bonjour Tani. Salut Tani. Pendant 90 minutes, nous allons échanger sans filtre sur vous au-delà du CV, vos étapes clés de votre parcours entrepreneurial, votre entreprise et la perception du handicap dans le monde professionnel et sociétal. Et on démarre avec le portrait. Question 1. All right. All right. Qui êtes-vous en 3 mots au-delà du CV? On commence par toi, Alexandra. Alexandra. En 3 mots, je dirais perfectionniste, hyperactive et visionnaire. Assertive, une joie dans le travail, tout le temps bosseuse et visionnaire. Ok, Ouais. All right. All right. Yeah. On prend visionnaire. d'accord. Donc le point commun, c'est visionnaire. Ouais. Très bien. Maintenant, Evie, si tu croises le ministre des Transports et tu as 30 secondes, Oh. comment tu pitches Avi et pourquoi tu dis que c'est urgent de développer cette application? Ce sera déjà une opportunité extra et je vais lui expliquer. Quand il sort, est-ce qu'il est angoissé? Est-ce qu'il se pose 36 000 questions? Est-ce qu'il a une charge mentale? Ou quand il a la possibilité de sortir? Et lui expliquer que les personnes en situation de handicap, visibles ou invisibles, c'est une charge mentale terrible et pour les aidants aussi. Parce que sortir est tout un parcours du combattant et que Avi simplifie et facilite la sortie, les sorties, que ce soit dans le quotidien ou dans les voyages lointains grâce à l'IA. Et c'est un assistant qui est indispensable. Et il va me dire, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Bien sûr. Alexandra, maintenant, tu es avec quelqu'un qui te dit un massage énergisant, c'est trop cher. Tu lui réponds quoi? Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Qu'on me dise, voilà, c'est trop cher, j'ai pas les moyens. Dans la société où on est, la vie, elle est chère. Et j'explique que déjà, par rapport à mon parcours et mes diplômes, même si ce ne sont pas des diplômes d'État, j'ai suivi des formations et voilà, je suis hyper carrée dans ce que je fais. Je suis vraiment à l'écoute, je fais du sur-mesure. Et que je ne peux pas vendre mon service comme si je travaillais dans un institut ou tu vois. Et que derrière, j'ai des charges à payer. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai cette éthique d'écoute. Je me respecte, c'est-à-dire que je dis pas écoutez, je vous fais moins cher, à moins que ce soit une situation exceptionnelle. Ça m'est déjà arrivé par rapport à des personnes qui n'ont pas les moyens, tu vois, me dire je peux me permettre que ça, et j'ai accepté, mais exceptionnellement. D'accord. Voilà. Donc en général, en fait, quand on m'a dit ça, souvent c'est des personnes qui venaient déjà et qui ont eu une situation professionnelle qui a changé, c'est-à-dire qu'ils perdaient un emploi, leurs moyens changeaient. Okay. Et à ce moment-là, je me suis adaptée. Voilà. Donc en fait, les personnes extérieures qui me disent que ce que je vends c'est trop cher, ils viennent pas. Voilà, c'est ça. Donc, Ça, c'est réglé. voilà, en fait, c'est rapide, mais c'est déjà arrivé et je me suis adaptée. Ouais. Une question hors de la liste des questions, mais qui me vient. En général, c'est combien de séances? Tu suis combien de temps les patients? Je comprends que c'est au cas par cas, mais du coup, c'est pas juste un massage, c'est tout un... Ouais, voilà. En fait, je propose dans l'entreprise, je propose pas que des massages. J'ai des séances d'acupuncture, des massages et du shiatsu traditionnel japonais.
Peut-être explique ce que c'est le shiatsu. Ouais, alors Pas en sûr fait, de- bon, le massage, tout le monde connaît, donc ça, c'est juste de la détente, il n'y a pas de secret. Mhm. Ensuite, tu as l'acupuncture, donc j'ai plusieurs spécialités. Donc l'acupuncture généraliste, l'acupuncture vietnamienne de Mhm. Maître Tong, qui est toujours une généraliste, mais avec une manière de lire le corps et de poncturer le corps qui est différente. D'accord. L'acupuncture crânienne Yamamoto, qui est japonaise, pour tous les troubles neurologiques, même physiques. Ok. Les fatigues, ceux qui ont des insomnies, tu vois, ceux qui dorment pas. Mhm. Et Je vais peut-être venir te voir. Je mets une option aussi. Hein. oui, mais le sommeil c'est parasympathique, donc automatiquement c'est le neuro, tu vois. Ouais. Et ensuite l'acupuncture spatio-temporelle qui va traiter tous les chocs émotionnels, les dates futures de stress, donc tu sais, permis, accouchement, voyage en avion pour ceux qui ont la phobie, tout ça. Et bon, le stress post-traumatique, donc tu prends des dates, c'est de la chronoponcture. Et ça marche sur tous les troubles émotionnels, c'est génial. Donc ça, c'est la partie médecine chinoise, acupuncture. Et ensuite, tu as le shiatsu traditionnel japonais, qui découle de la philosophie de la médecine traditionnelle chinoise. Mhm. Mais là, on va pas travailler avec des aiguilles, on va travailler avec les mains, les doigts, les coudes aussi. Il y en a, ils font ça avec les pieds, etc. Moi, c'était mains, doigts, coudes. Et ma spécialité, c'est le mal de dos. D'accord. Mal de Ah dos, ouais. nuque, épaule, voilà. Et c'est toi qui as choisi la spécialité, c'est ça? T'aurais pu choisir Ouais. autre chose ou... Ça s'est présenté à moi. D'accord. Je peux pas t'expliquer, tu sais, c'est la vie quand les choses doivent se faire. D'accord. Ouais. C'est arrivé sur ma route et puis j'ai fait des séances et en fait à chaque fois je levais le mal de dos. Donc pour répondre à ta deuxième question, en général, une personne qui vient me voir pour du shiatsu, c'est une personne qui a mal au dos. Ok. En général, au début je la voyais entre 1 et 2 fois. Mhm. Maintenant en une séance c'est réglé. D'accord. La personne a plus mal. Wow. Ouais, c'est impressionnant. génial. Ouais. C'est ça. Après l'acupuncture, ça dépend. Si tu as 3 dates de trauma, on se voit une fois et voilà. Et après, quand tu commences à réfléchir un peu, tu dis il y a une date là, puis une date là, puis une date là, les gens tu les vois un peu. Mais il suffit d'une seule fois pour piquer une date traumatique. Et tous les problèmes neuro, t'imagines bien, ça prend plusieurs séances, un suivi de troubles énergétiques, on va dire, dans le corps. Ça va du mal de tête à l'hémorroïde, quoi, tu vois. Ça peut être vraiment aller assez large, tu vois. D'accord. Et là, ça peut prendre vraiment plusieurs séances. Ça dépend les gens, ça dépend ton corps, ça dépend ton besoin aussi. Tu vois. Ok. Ouais. Impressionnant. Ouais. J'ai envie de te poser encore une Ouais, question. vas-y, Ah ouais, on va passer après à toi. Non, Mais mais je trouve ça moi, passionnant. j'apprends énormément. Ouais, je trouve ça passionnant. Ouais, Et carrément. quel a été justement le cas peut-être le plus étonnant pour lequel on est venu te voir et où tu as vu que l'acupuncture ou le shiatsu Ouais. était très puissant? Ok. Attends, l'acupuncture et le shiatsu, c'est deux Oui, domaines non, différents. Du coup, l'un ou l'autre. Hein. En vrai, il y en a deux, j'ai envie de te raconter. Un en acupuncture et un en shiatsu. En shiatsu, un jour, j'ai un scientifique de carrière, donc il venait juste d'être à la retraite, qui vient me voir et qui me dit en fait, je viens pour me faire masser et tout ça, et j'ai mal à la hanche depuis 10 ans. Et je dis, ce qu'il vous faudrait, c'est un peu plus du shiatsu, pas un massage, etc. Et donc en fait, il résiste parce que les tarifs, déjà. Il me dit, en fait, je paye déjà un massage pour ma femme et un pour moi, donc j'ai dit, je comprends et tout. Et au final, je lui dis, écoutez, laissez-moi 15 minutes, je vous l'offre. Oui, je vous masse, mais je vous l'offre et tout. Je vais vous lever cette douleur, quoi. Ça m'embêtait de le laisser partir et tout. 10 ans, c'est ça? 10 ans, 10 ans de il douleur. avait une prothèse et tout, tu vois. D'accord. ouais. Et donc, je lui fais un peu de shiatsu et puis je lui mets des aiguilles, tu vois. Et après, il se retourne, je le masse, je lui fais sa séance d'1 heure et tout. Il se lève de la table, il me dit, j'y crois pas. Il me dit, j'ai plus mal. Je dis, mais moi, il me dit, moi, je suis scientifique, je crois pas à l'acupuncture. Pour moi, c'est biaisé, ce truc, c'est chelou ton truc, tu vois. Et le lendemain, il m'appelle, il me dit, aujourd'hui, j'ai marché 10 km, ça faisait 10 ans que j'avais pas fait ça. Ça va durer combien de temps? Ça va durer combien de temps? Et du coup, j'étais là en mode, jusqu'à la fin? J'espère. Sinon, vous me rappelez? Le lendemain, Je reprends rendez-vous. le lendemain, il me rappelle. Oui, j'ai marché 15 km aujourd'hui avec ma femme, on en revient pas, c'est incroyable et tout. Le 3e jour, il me rappelle. Je dis, mais il va jamais s'arrêter. J'imagine Ouais, que mais s'il avait bah mal oui. et qu'il avait pas marché, pour lui, ça devait être... C'est ça, mais j'ai un truc de fou. Et le 3e jour, il m'appelle, il me fait, en fait, franchement, vous savez quoi? Je suis Vous appelez tous les jours. je suis scientifique, j'ai jamais vu un truc pareil. Est-ce que donnez-moi des contacts? J'ai envoyé ma mère, elle est dans un autre département, vraiment loin de Toulon, tu vois. Et je veux tous les contacts, les bons contacts. Maintenant, on va se faire suivre en médecine chinoise et tout. Et une folie, tu vois. J'étais en mode,
j'étais trop contente parce que quand il est arrivé, il avait tellement mal, il m'a mis la pression, tu vois. Genre, j'étais en mode. J'étais Bah oui, stressée Oui, pour lui. stressé de ne pas réussir Ouais, aussi carrément. à le Oui. soulager. En plus, c'était genre la Ok. première semaine que j'ai ouvert l'entreprise qu'il est arrivé, ce monsieur, tu vois. Et j'étais en mode. Waouh. Oui, c'est très. Ah, C'est le premier client un peu compliqué, quoi. Ouais. Ouais, Ok. en fait, je me suis dit, il va pas être content, tu vois. Et j'ai dit, mais à partir du moment où tu l'offres, tu te dis, bon, je suis pas à 15 minutes près. Ok. Et les résultats, ils ont été incroyables. Et ça m'avait hyper marqué parce que j'avais eu un Il y a stress, de tu vois. quoi. Il avait tellement mal, ça m'a fait un truc, quoi. Il y a de quoi. Parce que pendant 10 ans, cet homme-là, il avait mal et il trouvait pas de solution. Ouais, à sa douleur. Ouais. Ah, t'imagines, hein. Ouais. Et de manière Ouais. complètement par hasard, il vient de voir pour un massage avec sa femme. Oui. Et, Ouais. Ouais, ça, en ça, plus, c'est. en plus, genre, il me dit, ouais, un beau cadeau. on voulait se faire masser en institut parce que nous, on n'aime pas les trucs indépendants par rapport pour les dérives et tout. Je dis, vous voyez bien qu'il n'y a pas de dérive. Vous arrivez, j'ai mon nom d'entreprise sur le t-shirt. Vous voyez bien que je vais pas faire des trucs chelous. Tu vois. Mais bon, Après, moi, je peux comprendre son côté méfiant. Il y a Oui, plein de gens, il y a plein de gens qui qui se préfèrent méfient, justement aller dans des choses très standards Ouais. et pas aller voir une personne lambda. Il y a toujours une crainte de formation, etc. Mais au C'est final, ça. il Ah, a c'est bien fait de génial. prendre le risque parce qu'avec Carrément. toi, du coup, il est bien tombé et Ah ouais. il a pu marcher 15 km. ouais, le deuxième cas, c'est une histoire un peu plus courte. C'est le papa d'une amie maintenant. Et son père il vient me voir parce que, genre, ça fait 2-3 ans, il a du sang dans les urines, tu vois. D'accord. Et là, tu vois, je me dis, c'est pas ouf ça, tu vois. Bah non. Alors, je Ouais. fais le gros bilan, tu vois. Depuis 2-3 ans. Wow. D'accord. Et je lui dis, c'est quand les derniers examens? Et puis en fait, c'est quelqu'un qui veut pas faire des suivis, qui veut pas faire des prises de sang, machin. Et là, tu rentres dans un terrain qui est assez chaud pour moi, tu vois, parce que je suis pas un personnel de santé. Non, Ah ouais, c'est délicat. Ouais. Voilà. Et là, le truc, c'est que j'ai eu la chance d'être en relation avec un médecin généraliste et de pouvoir téléphoner dès que j'ai un souci, tu vois. Ouais. Ouais, ça, c'est... Et je lui dis, bon, on se voit, on fait... Parce qu'il était venu te voir exprès pour ça. Ouais. Ok. C'est ça. On se voit 2 fois par semaine. Ok. Pour l'acupuncture, il fait the suivi. J'étais ok, nickel et tout. Et en 2 séances, je lui stoppe les saignements. Les saignements ne reviennent pas. Et est-ce que la conversation avec le médecin généraliste, toi, t'as guidé ou... Oui, c'est ça. Non, ça arrivait après. En fait, on a stoppé les saignements, ça a duré 2 mois ou 2 mois et demi. Mhm. Et un jour, donc sa fille, qui est mon amie aujourd'hui, elle m'appelle, elle me dit Alexandra, est-ce que tu peux venir à domicile? Donc je faisais aussi le déplacement à domicile et tout. Mon père, ça va pas. Et en fait, il me sort une bouteille, il avait pissé dans la bouteille, tu vois. Et je vois le sang avec les caillots. Et là, j'ai dit non, là, il y a un problème et tout. Là, j'appelle tout de suite le médecin. Oui, parce que Ouais. tu t'es dit, là, c'est plus, Ouais, c'est plus hors ton- de, de c'est ton plus ton ressort. ressort. Ouais. Mm. Et en fait, il voulait pas, tu vois, il résistait. Et moi, je lui ai mis la pression en lui disant là, Il faut... Il faut, tu vois, il y a des affinités au bout Ouais. de 2 mois de consultation et tout. Mm. Et là, j'ai dit non, là, je vous laisse pas le choix. En fait, je ferai rien aujourd'hui. Vous allez aller voir le médecin. Vous avez rendez-vous là. Ok. Mm. Et il y va. Et donc, en urgence, pris en charge, etc. Et en fait, on lui a évité un cancer stade 3. Comme ça. Mm. Et, Waouh. et, du, Oh là là. ouais, et du coup, il a fait des chimios, les machins. Et aujourd'hui, il est en hyper bonne forme, quoi. D'accord. Déjà, c'est Wow. parti d'un truc, parce que si j'avais pas eu l'information il y a 2 mois, en mode on a stoppé le truc et c'est reparti fort parce que tu vois, il y avait un truc qui. Mm. En fait, il y avait une tumeur qui tapait sur la vessie, c'est pour ça que ça saignait Ah ouais, c'était, d'un moment. Et là, je dis, je le sens pas, et j'ai tout de suite appelé, et en fait, j'ai fait un raccourci pour. C'est fou. Ouais, Ouais, c'est fou, c'est Ouais, impressionnant. ouais, c'est une vraie histoire. Mais j'ai eu une intuition, tu vois. J'ai pas laissé faire, je dis non, là c'est que mon ressort, en fait, c'est la médecine, c'est pas moi, quoi. Ouais, je peux pas faire de la magie. Enfin, c'est, Mm. Ah, exactement, c'est ça. Ok. Waouh. Wow. Evie, Mhm. en général, on se dit les gens préfèrent ou cherchent en tout cas la stabilité. Toi, tu choisis de fonder une start-up. Et du coup, je me demande pourquoi. Et aussi, qu'est-ce qui fait que tu fais aussi différemment qu'un fondateur, par exemple, qui a 29 ans? Alors, Enfin. est-ce que je ferais différemment? En tout cas, on n'a pas la même énergie. Ça, c'est clair. Un âge où les gens de mon âge cherchent peut-être la tranquillité, la stabilité. Je ne sais pas si on peut maintenant classer les gens de mon âge dans une case, mais ce qui est, pour moi, c'est devenu une nécessité. Je ne pouvais pas passer outre, comme j'avais comme une injonction intérieure de créer. C'était pas de créer une start-up, c'était trouver une solution par rapport à un besoin et qui, pour moi, semblait évident. J'étais à chaque fois,
et je suis dans une situation de handicap depuis mon enfance. Mhm. Donc, les obstacles, j'en ai eu et j'en ai tous les jours. Et le fait d'avoir la chance de pouvoir me déplacer à un rythme de tortue, très lente, au moins je peux sortir. Mais quand je sors et que l'extérieur, la société me met des bâtons dans les roues, euh, ça devient très compliqué. Donc la solution, voilà, elle est venue de là. Et en D'accord. parlant avec d'autres personnes en situation de handicap, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas... Mais Voilà. moi, ce qui m'intrigue, c'est parce que ça fait depuis l'âge de 1 an que tu as ce handicap-là. Ouais. Et donc, de 1 an à ton... J'ose plus, À mon âge de maturité, Voilà. oui. j'ose plus le dire. Non, je t'en prie. Justement, enfin, toute cette période-là, tu aurais pu décider de te dire, en fait, c'est l'urgence, elle est maintenant. Et je me dis, tu as quand même attendu assez longtemps. Et Pourquoi le déclic. Quel a été le déclic Le de déclic ce est- ras-le-bol de toujours le avoir déclic, cette charge mentale, comme ouais, tu disais c'est au ça. début. Voilà, exactement. Cette charge mentale et puis le fait aussi de se dire, OK, le temps presse maintenant. Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et il y avait une espèce d'urgence. Et puis, dans ma vie personnelle, il y a des choses des événements qui m'ont poussé à être moi-même, à naître de nouveau. Et donc, par rapport à ça, je me suis trouvée, qu'est-ce que je faisais de toute cette énergie? Et je voulais en faire quelque chose de positif. Par rapport à des épreuves que j'ai vécues de point de vue personnel, je ne voulais pas être une personne aigrie, amère. Et je me suis dit, utilise toute ton énergie, toute cette histoire, utilise toute ta vie pour Ok. cette solution. Ok. C'est venu de là. Ok. Ça paraît dingue, mais c'est Non, mais vraiment ça. moi je trouve ça admirable. Et Ah, comme quoi, merci. en fait, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. En fait. Oh C'est non. juste Ouais. c'est juste un moment, comment on le ressent et une Oui, comment on le urgence, ressent. Et puis, il ne faut pas écouter les dictates, quels qu'ils soient, et encore moins ceux liés à l'âge ou liés à la couleur de peau ou à l'handicap. Ouais. Quand tu parlais de stabilité, depuis ma naissance, ma vie n'a pas été stable. Donc, Donc pour toi, voilà. c'était même pas une variable. Voilà, c'était même pas. Mes parents, ils se sont pris ça en pleine tête et c'est leur première fille, leur premier enfant. Et ce tsunami, comme parents, on s'en remet jamais. Ouais, non, mais Voilà. j'imagine bien. Donc, Ouais. eux aussi, ils m'ont donné cette leçon de vie. C'est qu'ils se sont pas écroulés. Peut-être au moment. C'est Mais normal. après, voilà, c'est normal. C'est un Le choc. temps de. Ouais. Voilà, le temps de digérer le truc quand même. Ouais. Et après, ils ont prouvé qu'une une épreuve peut devenir une force, en fait. Et ça, c'est une super leçon de vie et un super héritage qu'ils m'ont donné. Ça, c'est clair. Il n'y a pas photo. Ouais. Inspirant. Oh, ouais. Merci. Alors, Alexandra, on repasse à toi. Ouais, j'aime bien le regard d'Alexandra. Alors, avant, tu étais gardienne de la paix. Oh my god, ouais. Oh. Ouais. Le mot handicap, cela t'évoquait quoi avant? Ta question, du coup, n'est pas piège. Parce que avant de travailler dans la police... Zut. Avant de travailler dans la police, j'ai travaillé avec des personnes en situation de handicap. Ok. Et donc, moi, je suis une hypersensible. Et tu vois, les gens qui sont pas bien ou qui sont malades, moi, tu vois, ça me fait quelque chose. Voilà. Donc, avant, j'avais une vision sensible du handicap, mais une vision extérieure. Plus comme une aidante extérieure, mais simple. Tu vois, puisque je l'ai fait dans le cadre du travail. Ok. Voilà, une vision simple, clairement. Ouais. Ok. Et maintenant, avec le recul, et malheureusement, vu que tu as un handicap invisible qui s'est prononcé, tu en penses quoi justement de la définition que tu viens de donner? Maintenant que je le vis de l'intérieur, c'est... Je sais pas si je peux le dire cru comme ça. Dis-le cru. Franchement, de l'intérieur, j'ai conscience, tu vois. Mais maintenant que je le vis de l'intérieur, genre, j'en ai rien à foutre. Genre, tu vois, je me dis, je suis comme ça, je le sais, je continue ma vie, tu vois. Okay. Et quand je vois des personnes, tu vois, comme toi, moi, Ouais, on est en situation, je pense que c'est comme un peu la métaphore qu'on se disait juste avant de rentrer en studio. On disait, tu vois, les personnes handicapées mentales, elles se moquent entre elles, tu vois. Mais parce qu'elles ont plus de barrières, elles ont plus de frontières, tu vois. Elles ont pas cette conscience.
qu'il y a un handicap, en Ouais, fait. et moi, je suis passée là-dedans, ouais. Ok, elles sont allées de l'autre, là. Elles n'ont pas ce côté. C'est vrai, moi, je vais pas mentir. C'est vrai que parfois, je sais pas comment me Positionner. situer. Est-ce que je dois faire très attention ou est-ce que je dois faire des blagues? Bon, en général, celle-ci, je le fais pas, sauf si je connais un peu. Mais, Quand on connaît la personne. Exactement. Et je pense que c'est quelque chose assez... Oui. un dénominateur commun avec plein de gens qui ne sont pas en situation de handicap et qui sont confrontés, ils savent pas comment réagir. Et, peut-être d'ailleurs, vous avez un conseil par rapport à ça? Parce que je suppose qu'il y a des gens qui en font peut-être trop, il faut pas assez. Et il faut juste qu'est-ce qui est voir le plus apprécié pour comment vous, la personne, appréciable? comment la personne en situation de handicap est déjà. Ouais, voilà, c'est ça. Si elle est dans un bon mood et qu'elle a envie de parler, ok. Si elle n'a pas envie, il faut la laisser tranquille. Ok. Et puis trop de... En tout cas, pas genre, ma pauvre... si à ta place, je sais pas comment parce que c'est le genre de phrase que j'entends. Hein. Ouais. Comment tu fais à ta place, je pourrais pas. Ouais, la pitié, moi c'est pareil. La pitié, j'en ai jamais voulu, tu vois. Et c'est indirectement, c'est rabaissant parce que tu vois, d'une certaine façon, quand on dit ma pauvre, oh là là, et en fait, c'est comme si on t'enlevait tes moyens de faire les choses comme les autres, mais différemment. Ok. Donc juste une personne handicapée. De pas te tenir la porte, par exemple. Non, mais là, tu balances la porte, démerde-toi, écoute. Bon, non, ça va, ça. Ça, c'est de la galanterie, ça fait du bien, tu vois. C'était un exemple un peu extrême. C'est vrai que j'aurais pu pas tenir la porte. Bah oui, tu as vu tout à l'heure, la porte elle pèse 10 tonnes et j'étais là. C'est ça. Non, mais juste de traiter les personnes en situation de handicap normalement. Et après, de s'adapter parce que t'as des personnes qui vont te dire d'entrée, voilà... moi, je suis un peu sourde, je comprends pas bien, et il me faut du temps, tu vois. Voilà, moi, on peut me parler comme n'importe qui. Après, j'ai conscience de mes limites, ça m'appartient à moi, mais s'il faut que je les expose, je le dirai automatiquement, mais c'est comme ça que je fonctionne, tu vois. Ok, d'accord. Alors, je vous propose maintenant d'aborder votre parcours, revenir sur les étapes clés, les défis qui vous ont façonné et ces moments charnières qui font basculer vers une vie d'entrepreneur. Une question pour toutes les deux. Votre vie professionnelle en 3 dates clés. 3 dates clés. Date clé, 5 mars 2021, mes neurones ont grillé. Donc début de la maladie et du handicap. 1er mai... non, 2021. Oui, 2021. Quand tu dis tes neurones ont grillé, c'est-à-dire j'ai fait mon atteinte neuromusculaire en conséquence du Covid. Okay. Voilà, donc j'ai fait une forme grave du Covid long. Quand on dit une atteinte neuromusculaire, qu'est-ce qui se passe? C'est tout d'un coup? Qu'est-ce que tu étais en train de faire à ce moment-là? Je dirais que ça a été progressif parce qu'en fait, j'ai eu le Covid en 2020, la forme violente, là, les tout débuts. Et ensuite, j'étais tout le temps fatiguée, genre je me remettais pas. J'ai fait un Covid de 2 semaines. Hein. J'ai eu 8 jours de fièvre à 40, 41 et j'arrivais pas à me remettre. Et en plus, j'étais en école de police. Donc, imagine, j'allais courir, je faisais de la boxe. J'étais au 3e étage sans ascenseur. Voilà. J'étais pas handicapée, pas malade avant, tu vois. Je connaissais pas, en vrai. Hein. Et au bout d'1 an, alors moi, j'ai été longue à la détente pour consulter en me disant, j'arrive plus à bien respirer, je suis fatiguée, je dors, je récupère pas. Et je vois un médecin qui me dit, madame, vous avez le Covid long. Je fais, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il raconte là? C'est quoi ce truc, quoi? Et il dit non, mais vous faites de la rééducation respiratoire, vous serez plus essoufflé et ça va rentrer dans l'ordre. Okay. Je vais voir un kiné 2 jours avant ou 2 jours après d'être allé voir ce kiné, donc il me fait une petite séance de sport, tu vois. Et 2 jours après, je vais au travail, donc je travaillais à Paris à cette époque-là, après cette école-là, et j'ai une séance de tir. Et en fait, j'ai jamais pu tirer avec mon arme. J'avais plus de force dans mes mains. Genre, dis-toi que juste appuyer, j'y arrivais pas. Je pouvais plus marcher et tout, quoi. Et là, après, c'est un centre de rééducation pendant 2 ans. Ah ouais. Voilà, quoi. Apprendre à marcher, utiliser mes bras. Quelle expérience. Horrible. Donc, voilà. Donc, 5 mars 2021, mes neurones ont cramé. 1er mai 2024, ouverture de l'entreprise. Et 16 mars 2024, licenciement de la police nationale. C'était une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, le licenciement? Non, je l'attendais. J'ai vécu la discrimination par rapport à ma situation de santé. Ils n'ont pas respecté le secret médical. J'étais en handicap invisible. Ils n'étaient pas au courant que j'étais handicapée. Parce que j'ai eu le statut après dans mon arrêt maladie. Juste pour remettre un peu chronologiquement dans l'ordre, c'est-à-dire que
tu as eu cet événement, donc tu as eu rééducation, etc. Ouais. Mais à côté de ça, en fait, tu étais en arrêt. Ouais. Dans l'arrêt maladie. En arrêt maladie. Ok. Ouais. Et une fois en fait, que tu avais fait ta rééducation, donc tu es retourné Travailler. Ouais. Ok. Et en parallèle, tu montais ton entreprise Alors, non. ou c'est d'abord le licenciement qui est arrivé, puis après, tu as monté ton entreprise. C'est un peu plus long que ça. C'est-à-dire que j'étais en arrêt, j'ai fait la rééducation, etc. J'ai demandé une mutation et ça a duré à peu près 8 mois. Je suis la première Covid longue de France dans la police nationale à avoir eu une mutation pour ça. Pour te dire. Ça a été un truc de malade, quoi. Et après, quand je suis retournée travailler, j'y suis allée beaucoup plus tôt que prévu parce que j'avais peur qu'on me licencie, tu comprends? Ah ouais, déjà, tu sentais... Ah ouais, mais j'avais peur. J'avais grave peur. Et... Pourquoi tu avais peur d'être licenciée? Ben, parce que je savais faire que ça. Okay. Tu vois. Ah ouais. Et puis bon, ils m'ont fragilisée émotionnellement, tu vois, parce que quand déjà tu es en situation de maladie, Oui. on avait les couvre-feux, il y avait les passes, donc tu pouvais pas aller au ciné, pas aller manger, rien du tout. Ça fait beaucoup de fragilité. Et en plus de ça, t'attends une mutation et on te met les bâtons dans les roues pour pas que tu partes parce qu'on te croit pas, parce que t'es un effectif qui travaille, tu vois. Et donc, j'ai fini par avoir ma mutation. Et en arrivant où je suis arrivée, il n'y a pas vraiment eu de respect du secret. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, tout le monde savait ce que j'avais vécu et tout, alors que ça regarde personne, tu vois. Et c'était une mauvaise chose que les gens le sachent? Ouais, parce que j'ai été... justement, tu vois, cette histoire de pitié dont on parlait juste avant, j'ai horreur de ça. Et t'as senti dans le regard des gens un changement et toi, tu voulais pas... Ok. Il y a eu ça, et puis il y en a qui en ont profité parce que c'était une fragilité qui s'est ouverte à eux. Et tu vois, t'as beaucoup de gens malveillants dans la vie. Et on a joué à ça avec moi, tu vois, avec ça. Donc... En reprenant du service, j'ai compris qu'on ne voulait pas de moi. Et donc, j'ai compris qu'on allait me pousser vers un licenciement. Et donc, j'ai travaillé. Attention, je suis retournée bosser, heures supplémentaires, tout ce que tu veux et tout, en souffrant dans mon corps sans rien dire à personne. Et puis, un jour, mentalement, j'ai craqué. J'ai dit, mais en fait, c'est pas ça que je veux faire, quoi. Et j'ai demandé une inaptitude pour partir, tu vois. Faites-moi une sortie, je m'en vais, parce que je voulais mes indemnités, tu vois, faire le chômage. Et, pour pouvoir te retourner et trouver ta prochaine professionnelle. C'est ça. Donc, tu as toute une période de rééducation, après, tu as une reprise du travail. Et au moment de la reprise, ça a été très rapide, où j'ai compris qu'on ne voulait pas de moi. Et là, tout de suite, je me suis dit, vas-y, je vais ouvrir mon entreprise. D'accord. Voilà. D'accord. Et alors, du coup, forcément, massage énergisant, shiatsu, acupuncture, différentes techniques. J'essaie de retenir. C'est venu de ça, en fait. Et alors, pourquoi tout d'un coup, on passait quand même de gardienne de la paix c'est un grand écart. Moi, je le vois comme un grand écart, mais je pense qu'il y a peut-être un élément commun. Oui, voilà. En fait, j'ai fait tout le tour des médecins, spécialistes, neurologues, pneumologues. Voilà, tous les hogs. Tous les hogs. Mais en fait, un jour, je vois une neurologue. Là, c'est pas drôle ce que je vais raconter. La neurologue que je vois, c'est genre the neurologue réputé de mon département, tout ce que tu veux. Et attention, cette période-là, faut te dire que j'avais en fait des muscles endormis. Je marchais pas bien. J'étais en rééducation, j'avais très très peu de résultats. Je souffrais l'enfer, mais l'enfer. Je la vois, elle me fait tous les tests, je repars, je fais les tests, je reviens 3 semaines après, elle me dit je suis désolée, mais vous remarcherez jamais. Jamais normalement, ce sera comme ça toute votre vie. Et je suis sortie en pétard de l'hôpital. Oh non, moi je vais remarcher. Et j'étais en pétard. Je dis mais elle s'en fout en fait, elle fait une IRM et c'est bon, c'est ciao, bétail quoi. Allez hop, à l'abattoir, tu vois. J'ai pété un câble, j'ai dit c'est mort. Et du coup, t'as fait comment? Alors... Parce que je pense que les personnes qui nous écoutent et qui potentiellement ont déjà eu ce type de réaction du corps médical, parce que ça peut arriver, il y en a qui se découragent. Et comment t'as fait? Parce que peut-être que ça peut servir d'autres personnes qui... comment t'as pris ce diagnostic? Carrément. C'est ça, là, c'était le truc de trop. Et j'ai eu une micro-étape avant l'étape que tu attends. C'est-à-dire que je suis rentrée chez moi. Avec la fion. Je suis rentrée chez moi et j'ai appelé à l'époque, c'était une connaissance qui avait le Covid long, tu vois, et on parlait un peu et tout. Je parlais avec elle et je lui dis, écoute, je vais aller me faire euthanasier en Belgique. J'en ai marre. Je souffre trop, je dors plus, il n'y a rien qui marche, ça fait 9 mois que je fais de la rééducation. Tous les médecins sont défaitistes. Je dis, je vais aller me foutre en l'air, c'est bon.
Ça sert à rien, tu vois. Je vais plus me battre. J'ai tout fait. Et je rappelle une autre amie et je lui explique ça. Et elle aussi, elle a le Covid long. Mhm. Et elle me dit, écoute, moi, je suis allée voir un acupuncteur, ça m'a fait du bien. Alors je dis, bah écoute, elle me fait, vas-y, fais-le, au moins, au pire, perdu pour perdu, t'as perdu 60 €, tu vois. Ouais, Voilà. ouais. Je lui dis, bah vas-y, je vais prendre rendez-vous, je vais faire de l'acupuncture, tu vois. Je prends rendez-vous et j'ai tout fait sauf de l'acupuncture. Voilà, déjà. Comme quoi. On commencer, tu vois. Et là, donc, je rencontre une médecin généraliste extraordinaire, humaine, qui fait de la médecine généraliste et de la médecine traditionnelle. Donc, elle fait de l'acupuncture. Ah, c'est rigolo parce que tu vois, quand tu m'as parlé de médecine traditionnelle, Ouais. moi j'étais en train de dire médecine traditionnelle, c'est la médecine généraliste. Non. Mais il faut pas confondre médecine Ouais. traditionnelle. C'est la médecine ancestrale qui existe depuis 2000-2500 ans, tu vois. Ouais. En fait, la médecine allopathique, c'est les médicaments. Ouais. Tu vois, les médicaments, les médecins, Médecine les moderne. protocoles. Exactement. Ok. Voilà, c'est ça. Et je la rencontre, et puis en fait, elle me fait attends. On reprend du début, explique-moi tout. On reste 1 heure ou 1 heure et demie dans le cabinet, et elle m'a sorti, je pense une feuille comme ça, tu vois, tout un truc à faire. Tout ce qu'elle m'a prescrit, c'était pas des médicaments, c'était que des plantes. Et elle m'a dit, tu vas faire ce protocole sur 2 mois, tu rates pas un seul jour, pas un seul matin, pas un seul midi, pas un seul soir. J'ai tout commandé, ça m'a coûté 450 €. Mais bon. Et en 2 mois... T'avais déjà tout essayé, tu t'es dit de toute façon... Ouais, c'est bon. ça. En plus, j'étais prête à aller me faire euthanasier. Donc autant aller jusqu'au bout. Ouais, tu t'es dit... Voilà, c'est ça. Ouais. Et là, je fais le protocole sur les 2 mois. Crois-moi ou non, je te promets, en 1 mois et demi, j'avais plus de paralysie. D'accord, donc ça a pris 1 mois et demi avant que tu commences à voir sentir les effets. Ben non, en fait, à 1 mois et demi, j'avais plus de paralysie. Et t'as senti les effets c'est qu'un matin, je me suis levée. Ah, c'est vraiment du jour au lendemain? Je me suis levée un matin, je marchais. Et du coup, tu vois, j'avais un petit couloir parce que je vivais dans un 30 mètres carrés, bon, plus à Paris, à Toulon cette fois. Et en fait, je m'amusais, je courais, je faisais oui. Je revenais, je faisais oui. mais vraiment le petit cri de joie. Je te jure, je faisais quoi ça? Je faisais oui. Et je dis mais c'est pas possible et tout. Mais j'avais un suivi avec elle, donc il fallait que je la revoie au bout de 2 mois. Et après, au bout de 2 mois, donc je la revois et en fait, on fait ce suivi et tout ça. Et elle me dit bon bah nickel, les plantes ça a marché, maintenant on fait la suite. Et la suite, c'est qu'on a découvert que j'avais une autre maladie à cause du Covid long, tu vois. Donc, et puis après, si tu veux, c'est un processus. Puis le corps, il prend du temps pour guérir d'une certaine façon aussi, tu vois. Ok, donc en fait, cette personne-là rencontre en fait qui t'a permis de remarcher, mais qui a aussi permis en fait de te former en fait au massage énergisant aujourd'hui. Alors, elle faisait pas de massage, elle faisait de l'acupuncture, médecin généraliste. Ouais. Et en fait, elle m'a transmis cette passion de vouloir... Alors, depuis que je suis née, depuis que je suis enfant, je sais que je veux aider les autres, tu vois. Ça, c'est le relationnel humain, j'adore. Mais elle m'a transmis un truc en mode, même quand il n'y a plus d'espoir, il y a de l'espoir. Ok. Ouais. Et en fait, il y a toujours quelque chose à faire, tu vois. Exact. Et je pense que c'est cette période où j'avais plus rien à perdre, j'avais tout perdu. Il s'est passé tout ça, j'ai dit, ok, je vais faire ce que tu fais. Mais le problème, c'est que j'ai un âge, je peux pas aller en école de médecine, je peux pas taper 10 ans, tu vois. Financièrement, il faut que j'aille de ma vie, il faut que je paye mes factures. Ouais. Mais t'avais cette envie de... Voilà, elle m'a donné cette renaissance, tu vois. Et je lui dis, écoute, je vais faire ce que tu fais. Elle me fait, inscris-toi en école d'acupuncture. Et voilà. Tu m'as donné envie aussi de faire un changement de Oui, parce que c'est une porte qui s'est ouverte et toi, tu as senti l'adéquation avec ce que tu vivais en même temps, tu vois. C'est vraiment... un besoin de retransmission, en fait. De ce dont toi, tu as bénéficié, qui t'a fait faire oui. Le petit cri, ça, pour d'autres personnes. C'est ça. C'est une superbe renaissance. Ouais. C'est très touchant. C'est vraiment l'espérance qu'elle transmet à Alexandra avec son témoignage. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Arrêtez, je vais pas rougir. Non, je rigole. Non, mais je pense qu'il y a plus de gens qu'on ne le pense qui ont soit quelqu'un qui connaissent de proche ou pas proche, qui en fait n'a plus d'espoir. Voilà. Donc c'est un joli... Je trouve que c'est un joli message d'espoir que tu donnes. Alors, Evie, 3 dates clés professionnelles. Il y a eu la vie aux États-Unis qui a été aussi très formatrice.
sur De beaucoup quand à quand? je pourrais Sans dire, donner d'âge. ouais, non, sans donner d'âge du tout. Non, autour des années 2000, 2012, ça a été le départ, ça a été très formateur, la vie là-bas, les gens, les amis, et justement, après, en 2017, le fait de décider d'être web développeur par la rencontre avec un groupe de personnes, dont une ancienne avocate qui avait déjà la cinquantaine et qui s'est reconvertie en développeur Python Mhm. et qui m'a poussé en me disant, parce que je prenais un café à côté de leur groupe et Ouais. je dis, mais vous parlez, et elle m'a branché en me disant, ça t'intéresse pas d'apprendre à développer? Je dis, j'aime bien la tech, mais Alors, voilà. j'ai envie de te poser plusieurs questions. Ouais. Les États-Unis, enfin, t'y allais pour le C'était, travail, oui, c'était une opportunité professionnelle j'ai qui t'a amené suivi, là-bas, ou c'est toi qui t'es dit, en j'ai- fait, j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de non, c'était candidater à un job vraiment une expérience formidable. Le papa de mon fils a eu le courage incroyable de créer sa start-up Ok, et tout seul avec tout ce voilà, avec l'énergie qu'il a et tout. Et on est parti là-bas ok, avec cette énergie et cette foi ok, de voilà, lancer sa start-up ouais, aux aux États-Unis. États-Unis. Ah, Donc, intéressant. j'étais déjà dans un monde tech, ça m'a toujours plu, Ouais. j'ai toujours aimé la tech. Et cette expérience là-bas, Parce que du coup, t'as fait quoi là-bas? là-bas, j'étais fashion trend forecaster. C'est, Ok, voilà, je, Fashion Trend Forecaster. Je détectais les tendances de mode et Dans la tech? dans la tech, parce Ok. que tu donnes après des datas, Ouais, ouais. voilà. Et donc, c'était déjà un pied dans la tech, Ok. mais et j'ai toujours aimé la mode. Avant, j'étais dans un monde artistique, Ok. complètement. Et le fait d'aimer autant la tech, je me suis dit, ben, pourquoi se mettre des barrières? Allons-y, Ok. puisqu'on Et ça, commence de c'était zéro. avant ou après la rencontre avec l'avocate? Avec l'avocate, c'est passé aux États-Unis, Non, justement. mais justement, quand tu t'es dit, tiens, je vais, pourquoi pas, en fait, finalement, me former un peu plus à Ouais, la parce que tech aux États-Unis, si ouais, j'ai c'était en bien compris. 2017, ouais. C'était concomitant avec la rencontre de Oui, l'avocate qui t'a dit, ah bah, let's go. ouais, parce elle était aussi dans ce groupe de meet-up, en fait, de Ok. groupe Je ouais, le connais. voilà, les groupes meet-up. Et là-bas, ça fonctionne D'accord. énormément et plein de gens se connectent comme ça. Et eux, ils étaient dans leur groupe meet-up et moi, j'étais avec des potes à côté. On prenait notre thé, j'allais dire habituel. Et quand je les écoutais, ils m'intriguaient. Et en discutant avec elle me dit, mais tu veux te joindre à nous? Je Ok. dis, mais qu'est-ce que vous faites en fait? Et quand elle m'a expliqué, je dis, mais let's go! Et j'ai fait partie de leur groupe et ils m'ont formé. Et c'était les Django Girls. Django, c'est un langage tech de développement. Qui veut dire quoi, du coup, pour ceux qui parlent pas langage tech Qui parle pas le Django, c'est un framework. D'accord. Voilà. Et donc, eux, ils avaient créé ce groupe-là avec le Python, qui est aussi un D'accord. langage Django Girls, donc que des femmes. que des femmes. Ok. Voilà. C'était très intéressant par rapport à ça parce que c'était tout un groupe très bienveillant, Ouais. très à l'écoute. Et enfin, du coup, c'était une américaine, cette avocate? Oui, tous des Américains. Ok, donc t'étais la seule Frenchie. Ah oui, j'étais la seule Frenchie, c'est ce qui les faisait marrer d'ailleurs, parce que la mentalité américaine, dans ce qu'elle a de positif, c'est tout est possible, tu peux y arriver. Tant que tu peux retrousser tes Peut-être- manches et travailler. Ça, c'est quelque chose quand on discute avec les entrepreneurs. Mhm. C'est vrai que quand tu es aux États-Unis, ils voient tout de suite en fait les aspects positifs et ils se disent Oui. les problèmes, on verra sur le chemin. Ouais, alors on verra que- sur le chemin. D'abord, allons sur le chemin. Alors que c'est vrai qu'en Voilà. France, sans être négative, on est plus sur les contraintes d'abord. Ouais, les contraintes et les obstacles. Exactement. Ouais. Ouais. Donc, c'est Et une là, mentalité elle n'a pas différente. vu du Ouais. tout aux obstacles. Et il y avait aussi un autre qui est carrément un super professeur et un super développeur pour Google en Python. Ok. Un ingénieur, c'est plus. Et lui aussi très positif qui m'a poussé. Et c'était assez ouais, galvanisant. Ok, Ouais, super. ça m'a donné plein de Donc pêche. il y a eu le déménagement aux US, cette Ouais. rencontre en fait de cette avocate grâce à Meetup, et Mhm. la troisième date clé. La troisième date clé, c'est 2024, où avec 2023 même, je parle avec mes anciens collègues, puisqu'entre-temps, j'ai Ancien collègue. en France, Ok. puisque quand je reviens en France, je fais tout pour rester dans la tech Mhm. et je me forme comme Scrum Master.
D'accord. Parce qu'avant d'être dans la tech, tu étais dans quoi? J'étais dans la mode. Ah ok, oui, c'est vrai. Et tu l'as même dit, pardon, avant, excuse-moi. même, j'étais dans la musique. Donc, Ok, donc, ouais, toujours donc, dans l'art. Oh my God. Toujours dans l'art. Ok. J'aime toujours l'art et pour Oui. moi, C'est une partie... intégrante de ouais, ma ouais. vie. Et donc, ces anciens collègues avec qui je travaillais, je leur dis, écoutez, moi, j'ai une idée d'un produit, d'une solution. Est-ce que ça vous branche qu'on travaille ensemble? Qu'on le mette voilà, qu'on le crée ensemble. Et voilà. Et ils t'ont dit oui, let's go. Et ils m'ont dit oui, let's go. Et leur premier oui m'a scotché. Et après, je me renseigne et je demande à mes potes aux États-Unis. Et un de mes potes me dit, Alan, me dit, essaye Founder Institute et qui vont te donner ton ADN pour savoir si vraiment tu as les tripes pour être une entrepreneur. Ah, qu'est-ce qu'il faut pour être entrepreneur? Non, mais c'était marrant parce qu'ils me disent ça, parce qu'il m'a dit c'est pas pour tout le monde. Non. Et là, ça m'a remis les idées en place parce qu'il me faisait comprendre que c'est un marathon là. Tu t'engages dans un gros marathon, Evie. Ouais. Si on fait écho à vos 3 mots du début, il y a le terme de visionnaire, donc je pense, et c'est commun à toutes les deux. Donc, est-ce que ça fait partie du coup? Ouais, ça fait partie. Parce que je vois, parce que j'ai un CTO qui est très tech et très carré. Et quand je pars dans mes hallucinations, il est là, oui. Ça va pas être possible. Je dis, mais comment? C'est possible, avec l'IA, on peut faire ça. Et lui, il me ramène tout de suite dans le précaré, sur les rails. Et c'est très bien. Et donc, le côté visionnaire, c'est bien, mais il faut qu'il soit contrebalancé. Et Jonas est extra pour ça. Et toute l'équipe tech, d'ailleurs, ils sont extra pour... Du coup, qu'est-ce qu'il faut selon Fondation, c'est ça? Founder Institute. Founder Institute, qu'est-ce qui... c'est un test? C'est un test qui... qui pose des questions. Il pose des questions et après... Mais c'était une centaine. J'ai passé une après-midi. Par moment, je sentais même mes pauvres neurones être déchauffés. Et c'était très intense. Et après, ils te donnent une analyse et ils te disent, voilà, quel genre... Ils appellent ça ADN entrepreneur. Et ils te disent quel genre d'entrepreneur tu es et quelle personne tu as besoin. T'es quoi comme... Innovative, visionnaire, et bosseuse. Ça... Ils ont tout de suite pigé. Et l'intéressant dans ce genre de test, c'est qu'ils te font comprendre quel genre de personne tu as besoin autour de toi. Pour te... Voilà. C'est un peu comme un human design. Voilà. Ah, c'est le human design? Non, mais c'est un mix de tout ça. Ah, okay. Qu'est-ce que c'est, human design? Alors, en fait, le human design, c'est une lecture par rapport à ta date de naissance, ton heure de naissance et tout. De quel type de personne tu es. Si tu es plutôt projecteur, manifesteur, manifesting generator. Et eux, ils plaquent ça. Mais de manière plus générale et pas uniquement dans version business. Non, pas en version... Eux, ils ont fait un mix. Et ils en ont fait version business. Si tu es capable de tenir un business et de le faire scaler, de le faire monter, quoi. J'en reviens à 2024. On crée la start-up et on est sélectionné, on répond à un appel d'offres et on est sélectionné par Capgemini pour leur appel d'offres. Donc là, c'est le gros tournant. Alors, quand vous annoncez, je me lance. Donc, je démarre ma boîte, ma start-up, enfin voilà. Qui vous encourage et qui vous freine? Et cette fois-ci, c'est toi qui commences, évidemment. Qui m'encourage? Moi, je sais que ma famille. Je sais que ma famille, pilier, ma famille m'ont tout de suite dit go. Vas-y, tu peux le faire. Ouais. Et avoir l'aval de proches. Et en même temps, ils m'ont dit waouh, voilà quoi, c'est pas petit. Et après, d'autres qui vous disent mais tu es sûr à ton âge, avec ton handicap Hors de ta famille? Ouais, hors de ma famille. D'accord. Ma famille, ils me connaissent et ils connaissent ma personnalité. Voilà, ils n'étaient pas complètement étonnés. Mais des gens à l'extérieur m'ont tout de suite dit mais tu es folle. Ok. Voilà. D'accord. Et quand on me dit tu es folle, je dis ok. Ouais, un peu. Oui. Je suis folle. Penser qu'on peut trouver une solution tech qui peut améliorer notre vie au quotidien,
Je suis folle. Ok. D'accord. Alors, je vais y aller alors. Tu veux donner des noms? Non, ils sont adorables et c'est bienveillant. C'était une manière pas de de me délation sur ce protéger. podcast. En tout cas, pas encore. Pas de délation. Mais c'était bienveillant, c'était une manière de me protéger aussi. Oui. C'est Ouais. comme ça que je l'ai pris, après. Ouais. C'est- Et toi, Alexandra? Ben, moi, tout le monde a kiffé. Tout le monde, sauf une personne. Mais quand je dis tout le monde, c'est tu vois, des gens de ma famille, des amis proches, même des collègues de travail qui étaient dans la confidence avant que je me mette en arrêt dans la police, qui savaient que j'allais travailler sur le projet d'entreprise et tout et qui m'encourageaient. Et la seule personne qui m'a dit ouais, tu fais n'importe quoi, ça mène à rien, c'est ma mère. Et j'ai pas fait cas, j'ai foncé. Je suis un peu comme toi, Evie, genre on m'a dit ouais. Elle travaille, le CDI, le machin. Ouais, mais en fait, j'ai pas envie de mourir avec des regrets, tu vois. Ouais, il faut pas. Voilà, j'ai mais foncé, je m'en fous. Ouais, mais c'est dur. Bah, ça dépend pour quel caractère aussi, tu vois, je pense. Ouais. Après, ça, c'est ma perception, mais c'est vrai que ça dépend du caractère. Mais il y a toujours un moment où, quand on connaît pas, on a toujours. C'est humain d'avoir des peurs, en fait, des appréhensions, etc., c'est normal. qui font que... À moins d'être bien entourée. Moi, pour le coup, j'ai été super encouragée, donc j'ai pas eu ces appréhensions. Ouais. Tu vois. Après, c'est toujours le petit pourcentage qui fait que ça passe par-dessus quand tu as tout le reste avec toi. Donc, globalement, plutôt un environnement motivant. Motivant et soutenant. Ok, super. Et forcément, vous avez une carrière, etc., professionnelle aujourd'hui, mais aussi, enfin voilà, une carrière, même malgré ton nom, etc. Moi, ce qui m'intéresse, parce que justement, vous avez un handicap, c'est quel a été le nom le plus dur pour vous? Et je recommence avec Evie. Le nom le plus dur. Ouais. Quand on me dit non, en fait, dans le business, quand, par exemple, un prospect, un grand groupe, j'étais en rendez-vous et on me dit non, ou c'est trop tôt, ou on n'est pas prêt. En fait, je me dis, c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon business. En fait, les noms, pour moi, ne m'impactent. Je laisse pas les noms m'impacter. Ok. Je laisse pas les noms ou les refus des gens m'impacter. Je retourne à mon labeur en me disant, OK, ça marche pas de cette manière. Essayons de voir d'une autre manière. Okay. Et je me remets à bosser. Okay. Et je me dis, il y aura une autre opportunité, ce sera la bonne. Et je me remets à travailler. Okay. Je veux pas laisser, même si je peux avoir un moment de découragement et de pleurs, et après je mets la musique. Ouais. Souvent du funk old school. J'adore. Et là, je danse dessus. J'adore. Et là, ça repart. Et je me dis, OK, comme à chaque fois, ma maman me répétait, tant que tu as le souffle de vie, vas-y. Okay. Vas-y. Donc, je mets Barry White et puis j'y vais. On adore Barry White. Ouais, magnifique. Alexandra? Moi, j'ai pas eu de nom, en fait. Voilà. j'ai pas eu. Elle vit dans le monde de oui. Ouais, c'était machin, parce que bon... comme tu dis, quand on te dit non, c'est que c'est pas ta route, c'est pas le moment. Ouais. Je suis vachement comme ça, mais j'ai pas eu ce problème. Ok. C'était oui. Ok. Bon, bah... Je vois sur le papier, c'est moi la prochaine. Ouais, tu vois. Tu vois les papiers. T'en as parlé, en fait, Alexandra. T'as parlé le fait qu'à un moment, quand t'es allé voir différents médecins et que tu sentais qu'en fait, on t'allait pas remarcher, etc. Et que t'as envisagé, du coup, l'euthanasie en Belgique. Moi, je me suis posé la question de... Tu vois, qu'est-ce qui fait qu'on décide de se battre un jour de plus dans ce moment-là? C'est la rencontre que j'ai eue. Avec la médecin. C'est juste la rencontre. Ouais. Toi, ça a été ça a été l'espoir inattendu. Ok. Evie, est-ce qu'il y a eu un jour où tu as réalisé l'ampleur du sacrifice de tes parents et où ça a changé ta perspective? Oh, c'est une question, Tani. Elle me prend aux tripes. Bien sûr. T'as été briefée, hein? Oui, j'ai été briefée. Non, bien sûr que j'ai vu un jour, j'étais adolescente, j'étais vraiment très chiante. Et j'ai dit à mon père, mais pourquoi vous ne m'avez pas laissé dans un orphelinat à Abidjan? Et mon père m'a regardé, genre... C'était... Mon père et ma mère ont un tel amour pour moi, ils m'ont donné tellement d'amour que la confiance en moi que j'ai et l'assurance que je peux montrer, c'est grâce à eux, en fait. C'est eux et ma famille et mes frères et sœurs, c'est un truc incroyable. Du coup, ça va me permettre d'enchaîner sur la deuxième question. Yes, c'est pour toi la prochaine. Ouais, c'est un peu pour vous deux. Hein. Pour nous deux, tu vois. Mais c'est... Alexandra, toi, tu as été sauvée par ton
ton ami. Enfin, justement, c'est cette médecin qui est devenue ton ami. Toi, Evie, t'as été soutenue de manière inconditionnelle par tes parents. Et du coup, est-ce que ce soutien inconditionnel, c'est une force pure ou ça peut aussi créer une forme de dette morale ou une pression aussi de réussir pour pas les décevoir? Non, parce que je suis assez rebelle pour sortir de ce carcan. J'ai vite pas voulu rentrer dans ce c'est pour ça qu'on s'aime bien. Voilà. Parce qu'on est deux rebelles. Parce qu'en plus, étant l'aîné, et puis j'ai compris que c'était pas comme ça que j'allais les honorer ou quoi que ce soit. Donc force pure, ça a été juste que du plus. Ouais, et t'as pas senti la nécessité, entre guillemets, de comment dire, de réussir pour eux. Pour eux, déjà, la réussite pour eux, c'est que je sois heureuse. Ils m'ont fait toujours comprendre que quel que soit le chemin que je voulais prendre, tant que moi, j'étais heureuse, ça les rendait heureux. Et le fait que je sois maman, que j'ai une vie épanouie, pour eux, c'était mon père, le jour où il m'a laissé à la porte de la gare, au quai de la gare, en me disant « Maintenant, je peux partir en paix ». Ouais. Wow. Ouais. Bon, rebondis après ça. Si toi, tu considères que le soutien que tu as eu de tes proches, collègues, etc., c'était juste du soutien, une force pure, ou est-ce que aussi tu as senti que d'une certaine manière, tu ne devais pas les décevoir Non, en fait, j'ai appris... En réalité, j'ai appris à vraiment m'en foutre du regard des autres. Yes. Dès l'instant mais c'est pas le regard des autres, c'est les gens qui te soutiennent. Même ça, parce que je suis décisionnaire de quel regard est important sur ma vie privée et quel avis aura un impact. Ça, tu vois, c'est une règle que je me suis créée pour me protéger. Et surtout que dans le secteur de la santé, plus tu fais des examens, plus d'une certaine façon, tu as un peu perdu une forme de dignité, tu vois. Ouais. Et à partir de là, le regard des autres ou l'avis des autres, si tu décides pas que c'est important. Donc non, aucune dette, force pure, rebelle comme toi. Ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas. Allez hop, on trace. Ouais, c'est ça. J'ai pas de temps à perdre. Passer à la suite. Donc on va passer au projet. Donc sa raison d'être, son modèle économique et aussi la réalité de l'entrepreneuriat lorsqu'on navigue avec un handicap. Quel est votre plus gros défi business aujourd'hui? Ah non, Evie, on repart avec toi. Les clients, parce que notre produit est prêt. Et maintenant, on est en phase de prospection. D'accord. Convaincre la nécessité de notre solution, son applicabilité, sa praticité dans le quotidien pour un groupe. Puisque nous, on fonctionne en B2B. Parce que pour nous, notre solution, elle doit être gratuite pour l'utilisateur final. Et on sait bien que les grands groupes ont de l'argent. Ouais. Donc, en tout cas, ils ont un budget alloué à ce genre de projet. Et nous, maintenant, c'est convaincre, on fait des démos, on fait des présentations et on y va. Okay. On trousse encore les manches et on continue. Ok, donc c'est convaincre de l'utilité... de l'utilité de Avis pour une plateforme comme Promo Vacances, pour Booking, pour la RATP, pour la SNCF, et la liste est longue. Non, mais la solution que tu apportes, c'est pas uniquement pour le handicap, c'est vraiment pour tout, et surtout ça peut, à un moment donné dans ta vie, on se retrouve avec... on peut justement avoir ce besoin-là. Et qu'à un moment de la vie bascule, et même pour une mobilité temporaire empêchée, un papa avec 3 enfants et une poussette, il ne va pas courir comme le jeune homme avec son skateboard. Ouais. Donc on a tous besoin à un moment d'un accompagnant, et Avis, c'est un assistant digital qui répond selon le besoin. Je suis sur la promenade des Anglais avec une copine, je veux aller dans un restaurant, je vais demander à Avis si ce restaurant est accessible pour moi. Je devrais peut-être le pitcher ici aussi. Oui, ce serait bien. Ici, l'ascenseur est entre deux. Voilà, exactement. Pas très exact. Et toi, du coup, Alexandra, quel est ton plus gros défi business aujourd'hui? Je crois que je vais être brutale dans ce que je vais dire. Vas-y.
J'en ai plus. Ah ouais? Ouais, j'en ai plus parce que j'ai fait un burn-out il y a pas très longtemps de l'entreprise. Mhm. Et tu vois, ma médecin généraliste qui est devenue ma meilleure amie, qui m'a sauvé la vie et tout, c'est un peu parti de là. Enfin, c'est même quasiment parti de là. Elle est décédée en septembre dernier. Donc, j'ai pas trop supporté la perte, tu vois, parce que c'était devenu plus qu'une meilleure amie, comme une maman et tout. C'était une personne importante. Ouais, de ouf. Ouais. Et j'ai fait un burn-out et il y a un climat politique et financier actuellement en France qui fait qu'on est fait pour se faire détruire. Tu vois, quand t'es entrepreneur, là, j'ai reçu les factures tout en même temps, tu vois. Vraiment, ça a été un cocktail explosif, cocktail Molotov. Et ça a été trop. Et j'ai pris la décision de fermer l'entreprise. Et est-ce que c'est une décision que tu penses aujourd'hui, alors après, ferme ou c'est temporaire? Non, c'est définitif. Genre, j'ai mis la clé sous la porte en mode, j'ai fait les calculs. J'ai pris du recul aussi parce que être entrepreneur, c'est un sacrifice. Un sacrifice, c'est un investissement énorme. Juste qu'on est dans un pays qui ne nous permet pas aujourd'hui de réussir à long terme. Et à un moment, il faut vivre. Et il y a un moment, il faut se lever le matin et en se disant, mon travail, il est d'excellence, très bien. Mon travail me rapporte très bien, mais derrière, les charges, ça va pas du tout. Et de toute façon, entre guillemets, je prenais la décision de fermer ou non l'entreprise, il fallait que je retourne travailler. Et que je puisse manger, payer mes factures. Et là, ça, c'est la réalité aussi de l'entrepreneuriat. Donc, il y a tout ce consensus qui ont fait que j'ai préféré fermer l'entreprise définitivement parce que je travaille sur d'autres projets actuellement. Ah, voilà. Teasing. Est-ce que tu veux en dire plus? Tu veux nous en dire plus aujourd'hui? Si tu veux. Je travaille dans tout ce qui est comédie, court-métrage. Et en fait, je postule à des festivals de cinéma. Et là, cette année, je suis avec une amie comédienne. On est qualifiés au Nikon Film Festival 2026. Waouh! Oh, God! Well done! Ouais. Et là, je travaille déjà sur un autre court-métrage qui arrive et pour les prochains festivals, etc. Evie, le monde de la tech est réputé pour être un boys club. Ah. Alors, est-ce que c'est une question que j'ai, hein. Est-ce que c'est plus difficile d'être une femme ou d'avoir un handicap dans cet univers, selon toi? Les deux. Faut choisir. Ah ouais. C'est en plus d'origine africaine. Alors là. You choose now. Les trois. Non, mais Là, t'as lancé trop de trucs là. Trop de. Comme disaient mes potes ont l'habitude de dire, mais Evie, t'as gagné au loto là. C'est dur. J'adore tes potes. Ouais, ils sont non, mais c'est un monde. Et effectivement, il y a beaucoup d'hommes et qui ont on va dire, des a priori ou non. Mais en fait, comme Alexandra, je m'en moque un peu, et même beaucoup, de ce que les gens peuvent penser ou de leurs a priori. Ce que j'essaye à chaque fois de faire, c'est de trouver les points communs. Comment, quand on doit travailler ensemble, trouver nos points communs pour qu'on arrive à l'élaboration d'un projet et qu'on arrive jusqu'au bout. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Leurs différences et nos différences. Quand on est entouré de personnes intelligentes, on peut les mettre de côté pour avancer pour une cause précise. Moi, c'est mon focus à chaque fois. Et je suis pas une guerrière dans le sens confrontation, mais plutôt dans le sens essayons de mettre nos intelligences en commun. Et si la personne en face a les neurones pour, et je suis ravie de travailler avec n'importe qui, tant qu'on arrive à travailler avec du respect, bien sûr. T'es en force tranquille. Ouais, moi, oui, j'essaye comme ça. C'est ça. J'essaye d'arriver comme ça. Avec le sourire, toujours. Ah, toujours. Toujours. Bien détourné, la réponse. Je pense que je vais faire de la politique, en fait. Je pense. Et quelle est la question la plus étonnante ou étrange qu'on t'ait posée lors du levée de fonds? Oh. Est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes sûr que les gens en ont besoin? Wow. Est-ce que vous êtes sûr? Oh, la c'était conscience. C'était pas dans le sens d'une levée de fonds, c'était des finances. Voilà, des gens dans la finance qui m'ont dit, mais est-ce que vous êtes sûr?
Parce que je me retrouve souvent avec des personnes qui sont dans le monde valide aussi. Oui, bien sûr. Oui. Donc, peut-être si j'étais une personne valide et que je présentais un produit, ce serait conçu autrement. Mais je n'ai pas conçu ce produit. On n'a pas conçu, parce que ce n'est pas moi toute seule, on ne l'a pas conçu pour moi. Déjà, c'est pour tous les types d'handicap et pour les aidants, les seniors et les personnes qui ont des besoins spécifiques. Donc, ça touche toute la population. Ok. Et quand on me pose cette question, je souris. Oui, on m'a aussi Elle revient dit, souvent ouais, on m'a aussi dit, déjà, c'est pas mal ce qui existe. Oh putain. Donc, je souris encore une Oh, fois. les hémisphères, ils sont. Waouh, Ouais. c'est Et là, chaud. je Hein. souris, je dis, je peux vous passer mes béquilles une journée, je vais voir comment vous... Mais c'est vrai que le jour où... Moi, ça m'est arrivé une fois où je me suis cassé le bras et en fait, pendant un mois, on se rend compte que enfiler un pantalon, Voilà. Ouais, manger un steak haché, Ouais. et t'as qu'un seul bras, Tu fais avec. voilà. C'est le corps humain est fort et très fragile à la fois. Ouais. Donc, on a les personnes valides ont cette confiance en leur corps qui tient, et tant mieux. Jusqu'au moment où... Voilà. Et quand le fait d'avoir mon handicap depuis le gamine, ce qui m'aide, c'est que j'ai une autre vision de la vie et qu'on est tous fragiles. Donc, quand on me pose la question, je souris en proposant un stage d'initiation béquille ou fauteuil roulant ou les yeux bandeau d'une journée et puis voir comment la personne gère. Troisième section qui est celle du regard. Celui qu'on pose sur vous, celui qui dérange et celui qu'il faut parfois bousculer. Donc déjà, première question, le trophée HUP, concrètement, ça vous a apporté quoi ? Alors moi, le trophée, ça m'a surtout confirmé la reconnaissance de mon dur labeur. Parce que franchement, pendant 2 ans d'ouverture d'entreprise, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Et une petite fierté parce que c'est quand même... J'étais dans un domaine, tu vois, pour obtenir un trophée, quand même, c'est vraiment très aléatoire, quoi. C'est quelque chose... Enfin, on a primé mon entreprise qui était extrêmement atypique, quand même, accessoirement. Voilà, une concrétisation et une conclusion à mon entreprise. Ok. Ouais. Et toi, Evie ? Pour mon équipe et moi, c'est aussi la conclusion de beaucoup de travail et que ça fait, on a été créé depuis fin 2024, donc ça fait à peine 1 an et ça fait 1 an et on est à fond dessus. On dort avec, on mange avec, on se réveille avec. Et donc le trophée pour nous, en plus HUP Entrepreneur, est une validation de notre travail et un let's go en comment you can do it. Une validation de vos choix, quoi. De nos choix et de ce que voilà. Et en plus c'était la première fois et on a candidaté en se disant on verra bien. Ouais. Et que des professionnels dans l'accessibilité, dans l'handicap aient reconnu. Ça nous donne beaucoup de visibilité et aussi des contacts incroyables. Ok. Ça, on est encore dessus et ça continue et nous, on dit merci, quoi. On dit merci infiniment. Génial. Génial. Une question plus sur les politiques d'inclusion. Alors, quel est votre avis par rapport aux quotas et aux politiques d'inclusion ? Est-ce que vous considérez que c'est une solution ou plutôt une façon de se donner bonne conscience sans vraiment changer le système en profondeur ? Tu as tout dit. Ouais. La deuxième ? Comment expliquer ça de manière... Politiquement correcte ? Faut pas. C'est pas le but du podcast. Faut pas mâcher ces mots. Non, c'est une démarche qui va de bonne volonté, de vouloir une inclusion, et faire des journées, tatati, ok. Mais en profondeur, les vrais problèmes, les vrais sujets ne sont pas encore abordés en profondeur. Et des solutions qu'autour de la table, on mette des vrais acteurs qui... je ne dis pas que ceux qui sont là ne sont pas les bonnes, mais que tous les types soient représentés, visibles ou invisibles, toutes les différences
de politique ou pas, parce que dans le handicap, il y a des gens qui sont de gauche, de droite, mais que pour l'handicap et pour l'inclusion, qu'on puisse être tous ensemble. Ouais. Moi, je pense que C'est, dans ta question, si tu veux, on est dans le pays du tabou. Voilà. On est dans le pays du tabou de l'argent, tabou de la De réussite, l'handicap. tabou du handicap. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que c'est juste qu'il faut changer l'orientation de la mentalité française sur ça. Ouais. Mais moi, je trouve qu'il y a une bonne démarche quand même, parce que pour des personnes, pour des handicaps plus visibles dans le monde du salariat, c'est quand même beaucoup plus inclusif et beaucoup plus direct. Donc ça, moi, je trouve ça bien. Il y a des choses qui sont mises en place. Voilà, mais il faut aller plus loin, parce que c'est de la superficialité pour l'instant. Ok, du coup, c'est parfait. Qu'est-ce qui devrait changer pour que plus de personnes en situation de handicap se lancent dans l'entrepreneuriat? Ouh. En fait, si tu veux, que ce soit le handicap ou pas, c'est juste une question de passer le pas et de la volonté. On dit toujours, il y a 80% qui pensent et 20% qui agissent. Ouais, l'URSSAF. Ne parle pas à cette mafia, là. Parle pas de la mafia, s'il te plaît. Tu vas te faire des amis. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un monde, déjà, l'entrepreneuriat sans être en situation de handicap, et c'est énorme. Mais alors, avec un handicap, on a chargé notre sac à dos. Ouais. Mais c'est pour ça aussi que je suis ravie de vous avoir pour le podcast, parce que je trouve que c'est merci de nous recevoir. encore plus exceptionnel, je trouve. Déjà qu'être entrepreneur, c'est compliqué, je pense. Plus derrière avoir un handicap, je pense que vous êtes des warriors pour moi. Et je pense qu'on l'a un peu abordé, mais je voulais peut-être en reparler sur le fait que tu as eu un trophée Capgemini, un trophée HUP. Et je voulais voir avec toi, discuter un peu de l'envers du décor, mais je comprends bien qu'en fait, l'envers du décor, c'est manger, dormir, penser tous les jours en fait, à son entreprise. Oui, ce sont des sacrifices, parce que là, mon temps, là, c'est que... c'est pas l'entreprise en elle-même, c'est la solution, parce que il y a beaucoup de personnes qui me soutiennent et je fais partie d'associations de personnes en situation de handicap et qui me disent, mais oui, on a besoin d'une telle solution. Et le fait que des personnes comme ça me soutiennent, et voilà, ça donne encore du courage de continuer. Mais c'est vrai qu'à côté, il faut vivre, comme dit Alexandra, il faut vivre, manger, et qu'on ne peut pas se sacrifier de manière illimitée. C'est clair. Avant de se quitter, la question crunch. Oh gosh. Vous répondez à celle que vous préférez. D'accord. Soit le conseil qu'on vous donne tout le temps et qui vous agace, ou la question qu'on ne vous pose jamais et que vous aimeriez entendre. Oh. Alexandra, allez. Ouais, peut-être le truc qu'on répète qui est agaçant, c'est ouais, mais c'est trop cher. Ok. Voilà, ouais, mais c'est trop cher. Quand on est entrepreneur, malheureusement, on est obligé de se donner un tarif pour vivre, quoi. Voilà. Et toi, Evie? On nous donne tout le temps le conseil pourquoi vous ne le faites pas une application et que les gens le téléchargent et payent 9,99 €. Et puis je dis non. Pourquoi les personnes en situation de handicap devraient payer pour ce que vous avez en tant que valide gratuitement. C'est surtout celle-là qui à chaque fois me fait sauter de mes bons, parce que mais bon. Tu peux les jeter. Lancer de béquilles, allez. Voilà, c'est ça. C'est celle-là. Super. Nous sommes à la fin de notre conversation. Merci beaucoup, Evie. Merci beaucoup, Tani. Alexandra. Merci. D'avoir répondu à ces questions que je me pose et peut-être certaines personnes qui nous écoutent se sont posées. On a parlé de business, on a parlé de handicap, d'ambition, de burn-out, de vision aussi, de détermination qu'il faut pour créer une entreprise quand on ne vous attend pas du tout. Du tout. On a parlé de sujets qui fâchent, mais aussi de sujets qui inspirent. Si ça vous a plu, abonnez-vous et partagez. Sinon,
passez votre chemin. C'était They Did It Anyway, avec le soutien de HUP. Je suis Tani Beaufils. Salut!